Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Une très courte intro aujourd'hui. Juste signaler que nous continuons dans notre couverture spéciale sur l'avant-projet de constitution. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du Parlement algérien. Est-il aussi représentatif que nous l'affirment les uns et les autres, ceux des partis dits nationalistes et ceux dits de certains partis de l'opposition qui font comme si leur présence dans cette institution pouvait avoir la moindre petite importance, si ce n'est celle de cautionner le régime. Nous aborderons aussi de façon sommaire les déclarations sommaire en attendant d'y revenir dans les jours qui suivent, bien sûr. Les déclarations du général Nazzar sur Hussein Ait Ahmed et du gros pavé dans la mare que vient de jeter le général Betchin. Betchin qui promet de publier un document explosif dans les jours qui suivent. Un document qui pourrait faire la lumière, toute la lumière, sur la responsabilité de certains généraux et leur relais dans les crimes contre l'humanité qui ont été commis contre les civils et leur responsabilité dans la tragédie qui a suivi le coup d'État. À cet effet, nous en profitons pour lancer une invitation à Mohamed Betchin de venir s'exprimer sur El Magharibiya et, sans plus tarder, nous recevons donc aujourd'hui Ali Benouari, ex-ministre du Trésor, Karim Tabou, président de l'UDS, Union démocratique et sociale, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, Rachid Nekez, président du MJC, Mouvement pour la jeunesse et le changement, et Selim Salhi, journaliste et activiste politique, sera avec moi sur le plateau. Merci Selim d'être avec nous. Et merci de m'avoir invité, Jamaldine, et surtout dans cette conjoncture, on vit demain et après-demain, ce sera l'anniversaire, la 24e anniversaire du coup d'État de 1992. On peut dire qu'on vit dans une situation anormale, une situation similaire de ce qu'on a vécu en 1992, une crise politique, économique et sociale. Qui pourrait mener peut-être à une tragédie ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et tout le monde en Algérie avertit les gens qui détiennent le pouvoir. Attention, ne faites pas les mêmes erreurs de 1992, c'est-à-dire qu'un groupe s'auto-proclame détenteur de tous les pouvoirs et décideur et qui parle au nom du peuple, au nom du ce qu'on a appelé en 92 la raison d'État. Oui, oui. À l'époque, c'était sauver la République. Sauver la République, c'est avéré que c'était la raison du pouvoir et, j'oserais dire, la raison d'un groupe, oui. Au sein du pouvoir. Donc, c'est ça l'atmosphère. Et par coïncidence, le pouvoir ne pose actuellement une modification une modification contestée d'une constitution contestée déjà auparavant. Alors c'est ça le climat et merci de me donner cette occasion pour jouer le rôle modeste d'un journaliste, de faire comprendre aux Algériens qu'on est en train que le pouvoir est en train de faire les mêmes erreurs pour les mêmes objectifs, se maintenir à tout prix. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers une situation dont on ne pourrait plus revenir? Eux-mêmes aujourd'hui sont en train d'agiter l'épouvantail de la violence éventuelle si jamais nous contestons, si jamais nous allons dans la rue. Mais est-ce qu'à force de manipuler comme ça la situation, de vouloir trouver des faire-valoir pour persévérer en pouvoir, est-ce qu'il ne risque pas de faire exploser la marmite, surtout avec la chute brutale des ressources financières? Et c'est une donnée très, très, très importante parce que depuis 1999, le pouvoir s'est appuyé sur une manne financière très, très, très importante et surtout à partir
2006, 2007, les prix ont grimpé jusqu'à alors $150 au baril. On avait beaucoup d'argent. Ils ont dépensé 800 milliards de dollars. Alors ils ont utilisé cette manne financière pour acheter la population, pour anesthésier les gens, la paix sociale. Corrompu. Corrompre, y compris les masses. Hein. Les Ça masses, veut dire que c'est aussi corruption de masse. Ah oui, c'est une corruption de masse. Et oui, ils ont maintenant des alliés naturels au sein même de la population. Ce qu'on appelle les alliés naturels du pouvoir, c'est quelques 2-3 millions de la population. Et seulement 2-3 millions. Là, on se base sur la base militante du FLN, du RND, de quelques roules et compagnie. Des agents de police, des militaires, de leur famille. Pas tout. D'accord. Non. Oui. Non, c'est pas. Ils ont essayé de coller cette étiquette que tout le corps sécuritaire est avec le pouvoir. Oui. Alors c'est avéré que c'est pas vrai. Même avec les augmentations de salaire, les rappels, les privilèges. Non, et c'est avéré que c'est pas vrai. C'est un des mensonges de ce pouvoir. Je disais que en s'appuyant sur la base militante du FLN, RND, de quelques associations liées au pouvoir, quelques cadres au niveau des daras, des wilayas, qui ont profité de cette situation. Les calculs, c'est entre 3 et 4 millions maximum. Hein. Maximum, ça, c'est la base. En plus des clientèles du régime, les nouveaux riches, les nouveaux... Oui, les locaux. Oui. Les locaux, les tlibas, il y en a partout. Hein. Oui, il y en a du Tlemcen à Annaba, d'Alger à Tamanrasset. Il y en a les tlibas, les nouveaux riches, les ashab shkara et tout ça. Alors نقول علاه رانا في الدونجي باسكو لي كارت تاع البوفوار خلصوا. Ça veut dire ما عندهمش درك باش يشريوا الناس. لي سوليسيون اش كانوا يديروا هما صدير بنهضروا مره دارجه كذا يفهمونا. Bien sûr. Alors il s'appuie sur الشرعيه الثوريه, la légitimité révolutionnaire, et puis قعدوا من هذا الصندوق يجبدوا, من هذه القفه يجبدوا, جيب لو بلوز اونسيان دي مجاهدين ودي جينيرو, جيب واحد ان بوتفليقه سي ان اونسيان كومباتون, ان اونسيان دو كل مره يلقى لك عفسه وهي رايحه. داكو مي هادو خلاصوا حتميه تاريخيه يسميوها الغالب, يعني وصلوا 80 سنه تو سا, اي او ميم طون خلاصوا لهم الدراهم. داكور يا الاخر الجو جيوستراتيجي كي نو بروفيت با او سيستيم ماتنون. هما الناس يحبوا يغلطوا. وي بيان سور هما يقولوا بلي نو البوفوار عنده هذا لاتو, يخلع الشعب, يقولوا بلي فوالا سي فو بوجي vous serez comme Libye, Syrie et tout ça. Mais non, c'est pas vrai. لازم حنا نفهموا الناس باللي هذا هو واش راهو يخوف في le système. C'est que les gens ont compris que le pouvoir, il est en train d'utiliser l'épouvantail. Exactement. Comme il a utilisé pas mal de trucs. Alors هو ما على بالهمش بلي الشعب على باله كي تروح انت للقهوي يقول لك يخوفوا فينا بليبيا ولا اخر. اوركو على بالنا احنا بلي l'Algérie ne tombera jamais في notre guerre civile, et ça fait partie de وكون يطيحونا هما. Non. هما كون نشوفوا روحهم كونتيستي يبوسيك لا فيولونس. non mais احنا c'est ça le rôle تاعنا. تنقول لهم وي نو ما تلعبوناش هاللعبه هذه. لو بوبل الجيريان كيما كاع لي بوبل, un peuple ne peut pas. نقول انت لو رول تاعنا tu parles en tant que politicien. Activiste politique. اكتيفيست نخدم على الناس. جورناليست. نخدم على لي جورناليست وسي, نخدم نروحوا عند الناس دونك نجسوا النبض نتاعهم, نعرفوا لو تمبيرامون تاع لا بوبيلاسيون. كي تروح للستاد سبحان الله العظيم, الناس ما راحوش الجامعه خلاص يهضروا خير مني. Il y a des gens qui savent faire une lecture politique et politicienne à la situation. دي جون يروحوا للستاد يقول لك يخدموا في الارهاب ويلصقوا في داتا. Maintenant c'est à la mode, les gens engagés dans les stades. Bien sûr. كيهضروا ويحيى مول الكيران, هذه اللي قلتها لهم ولا ما حناش قلنا لهم. سي الجماعه تاع السي ار بي تاع الحراش تاع الصيف تاع. كاين نيفي, كاين كما يقولوا صحوه.
صحوة. صحوة سياسية. Exactement. Alors le contexte اللي نحكيو فيه احنا رانا في الانيفرسير هذه 24 ومع لي ديكلاراسيون تاع خالد النزار اي لي ديكلاراسيون دو بتين وراهم يقولوا باللي تواتي وزير سليم دوك نرجعوا لهذه باسكو سي تري تري امبورطون. On va recevoir nos invités. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'en profite pour saluer tous vos invités. C'est Rachid Nekez, c'est Sofiane Djilali, Karim Tabou et Salim Salhi. Voilà, merci. Je crois que j'ai fait merci. le tour. Merci. Alors, Ali Benouari, vous savez, vous êtes maintenant avec Rachid Nekez parmi nos invités que nous allons le plus solliciter parce que Hagarokum, qui m'est golo, donc Yahya vous a pratiquement cité, hein, sauf qu'il n'a pas dit votre nom et celui de Rachid Nekez. Alors nous allons nous faire un plaisir de vous inviter au maximum. Marhaba bik. Donc aujourd'hui, le thème principal est quel est le rôle de ce Parlement qui va être encore une fois amené à valider cette farce, à approuver cet avant-projet de constitution. Parce qu'il ne fait pas de doute qu'il va l'approuver. Vous savez, moi j'ai toujours été très clair, mais d'abord j'aimerais, avant de répondre à votre question, si vous le permettez, que vous corrigiez, si Jamel, mon titre. J'aimerais que vous me donniez le titre de président de Nida Al-Watan. Le titre de président de Nida Al-Watan qui tire sa légitimité de l'illégitimité. Ah oui, c'est vrai, parce que, oui, effectivement, c'est un parti dont vous avez demandé l'agrément et qu'on vous refuse obstinément. Et c'est notre légitimité, nous la tirons de l'illégitimité du système, justement. Et j'en profite pour remercier M. Sofiane Djilali qui m'a donné ce conseil. Et je crois qu'il avait raison. Le deuxième point... Ali Benouari, nous allons vous couper parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ils vont vous rappeler sur votre portable parce que le fixe n'est pas très net, curieusement. Je reviens à vous dans un petit instant et nous allons prendre Karim Tabou. Karim Tabou, merci d'accepter notre invitation. Marhaba bik. Alors, Karim Tabou, je crois que vous vouliez d'abord vous exprimer au sujet de la déclaration du général Nazar contre Aït Ahmed, il me semble. En tout cas, merci de m'inviter à l'émission et je salue également à mon tour nos invités, les invités du débat, et c'est Jamal ainsi que Salim. Honnêtement, je ne suis pas chargé de répondre ni au nom du parti du FFS, ni au nom de la famille. Je suis un Algérien à la fois interpellé, très en colère contre les déclarations du général Nazar. S'il m'entend, je profite de cette occasion pour lui adresser un message. Oui, vous avez bénéficié de l'impunité. Vous avez été capable de réaliser une chose qui n'existe pas au monde. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les guerres qu'a connues l'humanité, les guerres sauvages qu'a connues l'humanité, ont toutes abouti à la mise en place de tribunaux internationaux, que ce soit le génocide du Rwanda, qui a fini dans un tribunal pénal international, ou la guerre en Yougoslavie, qui a abouti également au tribunal pénal international. L'Algérie est le seul pays au monde où il y a eu une guerre qui a été une guerre sale contre des civils. Moi, j'appelle pas ça la guerre civile, c'est la guerre contre des civils qui a été menée par des responsables qui osent aujourd'hui, par arrogance, dans un mépris, j'allais dire, sans mesure, insulter la mémoire de l'un des militants de la démocratie, de l'un des dirigeants de la révolution algérienne. Mais si Nazar m'entend, je lui rappelle quand même une très belle phrase qui lui a été tenue par Aït Ahmed d'ailleurs lors du procès de Souedi à Paris. Hussein disait à Nazar, plutôt disait à Aït Ahmed, qu'est-ce qui nous sépare? Aït Ahmed lui répond, il lui dit, ce qui nous sépare, c'est un fleuve de sang. Nous disons à Khaled Nazar, ce qui nous sépare, c'est un fleuve de sang. Parce que vous avez été de l'autre côté. Nous avons été les victimes. Nous avons été ceux qui avaient subi la guerre contre les civils.
Nous sommes ceux qui avaient subi la punition pour avoir osé un jour, en 88, demander la liberté. Nous avons été les victimes de la guerre contre les civils que vous avez menée. J'arrête là et honnêtement, Khalnazar, quand il dit j'ai décidé de ne pas répondre parce que Aït était, la dépouille d'Aït était sur le point d'être transférée à Alger. Je rappelle quand même que la conférence dans laquelle Aït Ahmed avait déclaré que le poste de président de chef d'État lui a été proposé date de 2009. La conférence fut organisée par la Fédération internationale des droits de l'homme à Paris le 11 mars 2009. Il avait tout le temps pour, j'allais dire, donner son point de vue. Mais bon, il y a une expression qui dit « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Karim Tabou, pour en revenir à cette histoire d'avant-projet de la Constitution, à votre avis, ce Parlement, qui n'est pas composé que des partis du régime dit nationaliste, le RND, le FLN, il y en a beaucoup d'autres qui ont quelques petits députés à gauche et à droite et qui ne servent à rien, il faut le dire. À votre avis, quelle est leur utilité au sein de ce Parlement, ces députés qui se disent de l'opposition, qui disent défendre des principes, qui disent mener une stratégie, une sorte d'entrisme pour essayer de changer le régime de l'intérieur, sachant que c'est vraiment cousu de fil blanc. À votre avis? Si Jamel, de mon point de vue, ça reste un point de vue personnel, nous ne trompons pas de débat. Parce que, justement, par des techniques connues, des milieux de propagande du régime, on essaie toujours de placer le débat là où il est secondaire. Aujourd'hui, on essaie de passer sur toutes les radios nationales, régionales en Algérie, l'idée que l'officialisation de Tamazight est une avancée considérable et elle sert à consolider l'unité nationale. Et que la révision de la Constitution est l'aboutissement d'un processus de réforme et que finalement l'Assemblée nationale va valider ou débattre de la Constitution comme si les choses se passent dans les règles de l'art, dans les normes du jeu démocratique. Or, si Salim tout au début avait évoqué l'anniversaire du coup d'État, mais également le prétexte de l'arrêt du processus électoral du coup d'État, c'est sauver la République. 24 ans après, ce que nous pouvons dire, nous sommes dans une République sans public. Et le fait que le public soit exclu de la République, il est très clair que la Constitution exclut le constituant. Le constituant, c'est le public. Toutes les constitutions du monde considèrent que le constituant est le peuple. Or, dans le cas algérien, je pense que c'est le cas de toutes les constitutions qu'a connues le pays depuis 1962, ils ont toutes pour finalité le maintien du système. La procédure change au gré des situations. Aujourd'hui, on donne l'apparence vers l'extérieur, qu'il y a un parlement, qu'il y a un débat. Et je pense, et si Jamel, je m'excuse de donner un point de vue personnel, j'avais critiqué la démarche de certains partis, notamment des amis de l'opposition, lors du débat sur la loi de finances, parce que tout le scénario qui était joué était fait pour donner l'apparence aux Algériens qu'il y a un parlement, qu'il y a une opposition, qu'il y a une loi de finances, qu'il y a un gouvernement. Je dis, c'est Jamal et ainsi qu'à ceux qui suivent cette émission, il n'y a pas de loi de finances. L'Algérie est le pays où les finances ne fonctionnent sous aucune loi. Les finances en Algérie n'obéissent à aucune loi. Le terme même loi de finances n'a pas de sens dans le contexte algérien. Donc l'opposition, de mon point de vue, certains députés se sont laissés prendre dans le piège du pouvoir qui a organisé, qui a amplifié ce théâtre pour dire qu'effectivement il y a un parlement, il y a même des députés qui sont arrivés au coup de poing. Mais le tout était préparé par la suite. L'étape 2, c'est justement confier
la responsabilité, la validation de la Constitution à une Assemblée qui a déjà joué la première partie du théâtre, qui voulait... Karim donner Tabou, une vous image êtes en aux train, Algériens Karim qui viennent- Tabou, vous êtes en train de nous dire que cette histoire de polémique au sein du Parlement au sujet de la loi de finances, c'était un spectacle qu'on nous avait offert? Je pense qu'il y a des députés de l'opposition, je ne doute pas de leur sincérité, mais qui se sont tout simplement laissés prendre dans un piège qui, en tout cas, le pouvoir savait qu'après le débat de la Constitution, nécessitait une certaine, entre parenthèses, crédibilisation du débat dans l'hémicycle, parce que dans l'hémicycle, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'hémicycle, il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir. Il y a tout simplement une assemblée qui valide toutes les décisions. Et d'ailleurs, le président de la République, dans des situations de besoin personnel ou extrême, ne saisit même pas l'Assemblée nationale puisque la Constitution lui donne de larges prérogatives pour légiférer par ordonnance, pour décider, vous savez très bien, contre deux sessions. Moi, je me souviens l'année passée, l'Assemblée nationale était en train de débattre de la loi de finances. Après avoir clos le débat sur la loi de finances, une semaine après, les députés apprennent par le biais de la presse que l'Algérie avait donné 6 milliards au FMI alors que la décision devait être débattue, discutée, soit dans le cadre de la loi de finances ou discutée dans un débat général sur la situation économique. Restez avec nous, Karim Tabou. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir pour les téléspectateurs et à tous vos invités. Merci. Alors, nous sommes en train de parler donc du Parlement algérien, de l'APN et de son rôle dans cette histoire, dans cet avant-projet de constitution, puisqu'il faut l'appeler comme ça, qui sera très certainement approuvé, validé comme d'habitude, peut-être même pas amendé. À votre avis, donc, ce Parlement, son rôle? Écoutez, c'est extrêmement compliqué en fait d'avoir une position tranchée. Concernant la Constitution, il est une évidence maintenant, c'est que le système institutionnel tel qu'il est monté, la Constitution telle qu'elle est faite par ses dispositions particulières, en fait est entre les mains d'un président de la République qui agit avec la Constitution comme une simple ordonnance. Toute loi, normalement, doit passer par un débat parlementaire dans les deux chambres, quelle que soit maintenant la qualité de ce débat et quelle que soit la représentativité et le crédit que peut posséder ces deux chambres. Mais pour ce qui concerne le projet de constitution, du coup c'est un texte qui est écrit sous l'autorité directe du président de la République. On ne sait pas en fait par qui vraiment elle a été écrite, mais peu importe. C'est sous l'autorité du président de la République. Et puis elle passe d'un seul coup avec les deux chambres réunies qui n'ont pour droit que de voter. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir une quelconque discussion autour de l'un ou l'autre des articles. Donc en fin de compte, cette constitution qui doit régir la vie publique, la vie politique, la vie institutionnelle, qui doit exprimer la souveraineté populaire, en fait, c'est une constitution de M. Bouteflika ou du président, quel qu'il soit. Et là, on assiste, bien entendu, à un pouvoir exorbitant d'un homme qui se situe au-dessus de la nation. Il n'y a pas de doute. Et il l'a dit et redit à plusieurs reprises, le président actuel estime qu'il est l'incarnation de l'État, l'incarnation du peuple. Alors pourquoi va-t-il chipoter c'est lui qui va faire la Constitution comme il le veut. Donc, nous sommes vraiment... Et il a dit aussi que si nous voulions rester dans notre médiocrité, eh ben, il nous laisserait à notre médiocrité et qu'il retournerait chez lui. Il a dit aussi que Tab Jnanou, que Ash Menarf Qadrou, pourtant, il est toujours là. Bien sûr, ça, ce sont les propos capricieux d'un homme qui veut séduire, qui veut se faire applaudir. Lorsqu'il a dit notre génération est finie, Djilnatab Djinanou, et il attendait l'acclamation de la salle pour lui dire non, surtout pas vous, Fakhametouhou, vous êtes notre lumière et notre guide céleste.
Je pense qu'il y a un jeu très malsain derrière tout ça. L'essentiel est qu'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas de constitution digne d'un État du XXIe siècle. Lorsque vous étudiez, parce que peu importe, on peut rejeter dans la forme et dans le fond, comme nous l'avions fait officiellement en réunion du Conseil politique. Mais au-delà, il faut avoir quelques arguments. Et je peux vous en donner quelques-uns juste pour éclairer un peu l'opinion publique. Lorsque l'article 14 définit la garantie par la Constitution de la séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs. Mais immédiatement après, vous voyez que le président de la République désigne l'exécutif, il désigne le président du Conseil de la Nation. Il vient juste de le faire aujourd'hui même. C'est lui qui a désigné M. Abdelkader Ben Saleh, qui a été faussement élu dans un semblant de réunion qui ne trompe personne. Mais aussi, il est le chef suprême des armées, il est le ministre de la Défense, il pourvoit à tous les postes militaires clés, mais il nomme aussi les magistrats, un à un, le président de la Cour suprême, de la Cour d'État, tous les magistrats du siège, etc., etc. Il a dit lui-même qu'il était même lui-même l'APS et que c'était à lui de nommer les correspondants de l'APS. Donc, où est cet état de droit, cet état civil dont on nous a cassé les oreilles lorsqu'il fallait détruire une institution sécuritaire qui semblait lui faire un peu quelques bâtons dans les roues? Apparemment, est-ce vrai ou est-ce simplement une mise en scène? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, nous avons eu droit à ce discours de l'état civil qui a duré au moins depuis 2 ans pour aboutir à ce semblant de texte législatif plein d'incohérences, plein de contradictions, une constitution indigne de l'Algérie en tout cas, et qui ne construit en aucune façon des institutions, un équilibre des pouvoirs, n'organise pas les libertés, ne met pas en place les fondements d'un état de droit, mais simplement continue à renforcer les pouvoirs d'un homme qui est dans l'incapacité totale de gérer et qui veut s'enfoncer en prenant avec lui l'ensemble du pays vers un gouffre sans fond. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Je rappelle que Rachid Nekez ne sera avec nous que dans 30 minutes environ et que nous ouvrirons le standard à la deuxième partie de l'émission quand il ne nous restera que 20 minutes. Je reviens à Ali Benouari qui a été coupé, que nous avons dû couper donc pour un problème de téléphone. Ali Benouari, président de Nida El Watan. Ali Benouari, je vous en prie. Oui. S'agissant du Parlement, mon opinion a toujours été claire. C'est un Parlement illégitime. Ce n'est pas le Parlement de l'Algérie. Et les débats qui se déroulent n'ont absolument aucune importance. J'en profite pour interpeller mon ami Khalil Tabou. Qu'est-ce que tu fais dans ce Parlement? Ainsi que d'ailleurs les membres du SFF, les députés du SFF, parce que par votre présence, vous cautionnez ce Parlement illégitime et vous nous gênez d'ailleurs. Vous nous gênez parce que quand nous disons, et moi je dis que c'est un Parlement illégitime, c'est pas le Parlement de l'Algérie, je pense aussitôt à vous. Alors donc, il faudrait se décider une fois pour toutes. Et j'aimerais dire aussi que ce régime et les responsables qui le dirigent sont des responsables, sont hors la loi. Ils sont hors la loi et ils ont l'exclusion de venir nous proposer une modification de la Constitution qu'ils ont votée en 2008 pour rester au pouvoir. Et je leur demande de respecter d'abord leur propre loi. Et de ce point de vue, ils sont pires que le pouvoir colonial. Leur place est en prison. Comme toujours, je tiens des propos qui peuvent paraître excessifs, mais quand on y réfléchit, ils sont extrêmement logiques. Ils sont très logiques. La Constitution, je ne peux pas rajouter rien dire de plus que ce que Sofiane Gilali vient de dire. Il a résumé l'essentiel. Ce que je pourrais ajouter, c'est que l'urgence est dans le départ de ce pouvoir. Pas dans cette portion de Constitution qu'on nous propose, qui est une fuite en avant, destinée, en fait, ils veulent rester au pouvoir et ils cherchent désespérément le moyen. Ils nous offrent Tanazir, la reconnaissance du Tanazir en gage, mais comme ils sont logiques et fidèles à leur pratique, ils excluent 20%, au moins 20% de la population algérienne, c'est-à-dire la diaspora. Donc, ils cherchent des éléments de légitimité comme la reconnaissance du Tanazir, mais comme c'est un pouvoir qui ne représente pas l'Algérie, loin de là,
ils excluent, en ne sachant ou sans le savoir, sans y avoir réfléchi, ils excluent la diaspora algérienne sur laquelle nous comptons pour développer le pays, pour avoir pour doter le pays des ressources qui lui manquent, qui lui manqueront cruellement à l'avenir de plus en plus. L'exode des cerveaux a frappé notre pays, a affaibli considérablement notre pays, et contrairement aux footballeurs qu'on achète à coût de millions, à coût de centaines de milliers d'euros, eh bien, le reste, c'est-à-dire ceux qui peuvent apporter leurs connaissances scientifiques, techniques, etc., ceux-là, on n'en a pas besoin. Mais Ali Benouari, excusez-moi de vous interrompre. Comment expliquez-vous, essayez de nous expliquer un peu, cette absence de réaction presque quasi totale, et de la classe politique en Algérie et de la société civile en Algérie contre ce texte qui est complètement ahurissant? Et aussi de la part de la diaspora, 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, qui ont été massivement discriminés, quasiment déchus de leurs droits les plus élémentaires, et pas de réaction, comme si de rien n'était. Expliquez-nous un peu. Non, je crois que ce que vous dites, Fidjamel, est excessif. S'agissant de la diaspora, elle est un peu sonnée et elle est en train de s'organiser, et je vais en tout cas apporter ma pierre à l'édifice. Comptez sur moi pour aller en France et ailleurs pour prendre part à toutes les manifestations légitimes autour de cette... Et vous pensez qu'il va y en avoir des manifestations ne me dites pas qu'il va y avoir des manifestations comme on en a l'habitude d'en voir devant les ambassades de 10 personnes qui arrivent avec des banderoles. C'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se produit généralement. Oui, je peux vous dire que nous préparons une manifestation monstre à Paris le 6 février, par exemple, en face de l'ambassade d'Algérie, samedi 6 février. Vous verrez que nous serons nombreux. Nous verrons. Maintenant, pour la classe politique algérienne, pour ce qui est de la classe politique algérienne, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de partis qui sont inféodés au pouvoir, tel Amaroul qui déclare que c'est une constitution consensuelle. Oui, mais est-ce qu'il est utile de parler de ce personnage qui est devenu presque folklorique, hein, Oui. Alors donc, et puis vous avez beaucoup de partis qui réagissent. Ce n'est pas vrai qu'ils ne réagissent pas. Sofiane Gilani réagit, Ali Ben Felice réagit, Hams réagit. Beaucoup de partis réagissent et de manière très violente contre cette constitution. Contre ce projet qui est une régression de plus dans la façon de gouverner le pays. Le piège, personne n'est tombé dans le piège à mon avis, sauf ceux qui consciemment œuvrent dans l'intérêt du pouvoir. Restez avec nous, Ali Benouari. Je vais revenir à vous dans un petit moment. Selim Salhi, qu'est-ce que vous pourriez commenter dans les interventions de nos invités? Alors, je les salue tous, mais j'ai je veux faire un petit rappel parce que ce Parlement est l'issue d'un processus illégitime et un processus hors loi. Il faut se rappeler que en 1992, quand le coup d'État a été effectué et réussi par rapport au calcul politicien, il a été une réussite. Le fils a été déçu, le Chedli limogé ou contraint et poussé à la porte de sortie. Alors, les gens qui ont, entre guillemets, réussi ce coup d'État ont décidé de ne pas essayer un processus démocratique. Alors, ils ont créé ce qu'on appelle la démocratie dirigée. Oui. Et il faut se rappeler que, après le coup d'État, il y a des partis politiques et des personnalités politiques qui ont adhéré à la logique des Nazars et ont participé activement. Et en commençant les années peut-être 94, j'étais à Alger, et il y a d'autres partis politiques qui ont été
contraint, poussé peut-être, comme les partis islamistes et quelques partis nationalistes, à choisir entre participer dans une logique, comme Nahnah l'a affirmé, il faut qu'on reste au sein du pouvoir et on change de l'intérieur et on ne perd pas, comme Louisa Hanoun Hamrouche aussi a dit le régime ne peut changer que l'intérieur. Et Louisa Hanoun, la question lui était posée, elle a dit 95-97, j'ai besoin d'une plateforme pour m'exprimer. Voilà, chacun de ces partis avait sa logique vis-à-vis. Non, mais parce que, sauf, il ne faut pas accuser tous les partis d'avoir cautionné un pouvoir illégitime. Ah, moi j'accuse. Non. Moi, un parti qui rentre au Parlement, franchement, on ne fait pas de journalisme, hein, on est des citoyens, ou de politique. Un parti qui rentre dans ce Parlement et qui procède à camoufler les forfaitures de ce régime, pour moi... Les choix étaient difficiles. Moi, je fais la part des choses parce que là, moi, je me rappelle des partis, je connais des noms, je connais des personnalités politiques et économiques de la société civile qui ont, depuis la première heure, adhéré au coup d'État et cautionné les coups d'État. Et quelques partis, entre guillemets et entre parenthèses, démocratiques, ont laissé la démocratie à part pour le seul but de ne pas accepter que le fils. Et c'était pour des raisons idéologiques. Tout sur le fils. Tout sur le fils. Pinochet. Ils peuvent accepter, ils pouvaient accepter Pinochet, mais pas le fils, pour des raisons idéologiques, simples, sans citer les noms. Alors, je ne suis pas d'accord, Salim. Pas toujours idéologique. Il y a des gens qui ont été dans cette voie pour des raisons intéressées. Il y a des gens qui ont été dans cette voie pour des raisons de peur. Ça, j'ai après. Et pour ne pas accuser tout le monde, moi je suis témoin. En même temps, j'étais témoin. En 92-93, j'étais un petit journaliste, un choufou et tout ça. Alors, les gens, et Gilles Sofiane, mon ami, il يعرف شكون اللي جابوهم في CNT. Parce que pour arriver à l'air, on doit raconter l'histoire de ce Parlement. Ce Parlement a commencé après le 92 avec le CNT. Le CNT, c'est خير شوية واحد l'élite. كوم جيلاني سفيان الجماعه تاع حزب تاع بكروح à l'époque et tout ça, mais ça faisait واحد 20% من CNT. Mais les autres, c'était la racaille de la société. Et croyez-moi, il y avait tout le monde sauf des gens dignes d'être algériens. باتريوتيك انا نقول لك كنا نروحوا تما نشوفوهم. الور جابوهم من جيب من الاتحاد، اتحاد الطلبه، اتحاد كذا توسكي اتحاد، توسكي اسوسياسيون، توسكي جبت الاحياء، جابوا حتى تاع الاحياء تجي الشعب معاك جيب يفوت تعمر لي حاجه اسمها CNT سو كونساي ناسيونال ترانزيتوار باه كشمان نداويو الحاله. اي بي جات لا فاز نتاع les tractations avec le fils 1994. Ils ont essayé de trouver quelque chose, ils n'ont pas trouvé. 95, c'était des élections présidentielles, ما نشهدوا عليها parce que c'est pas le sujet, mais حاب نزرب نقرب لك l'avant 1999, là où le pouvoir en place a décidé de créer son propre parti et le jihad, c'est-à-dire l'appareil la plus puissante, c'est-à-dire pour s'appuyer les 10 ans et 20 ans après, c'était le RND. Ils ont créé le RND, on va le Parlement. C'est ça le premier Parlement après le coup d'État. Et puis, il y a le Parlement 2002. Avec Bouteflika, et c'était la même mascarade. جا Bouteflika, alors FLN ما بداش كاو بيه واش كاو الارندي وكذا من alors que الارندي c'est le FNMB ça. شكاو Bouteflika alors قال البرلمان الجاي il y aura pas
la majorité de l'RND, alors on va balancer le truc. نزيدوا نديروا la فلان majoritaire. Ah oui, et puis déjà 2007 et puis 2012. في هذا البروسيسوس من 97 انا نقول لك quelques partis n'avaient pas beaucoup de choix. Surtout في وقت القتيله. كي نقول لك 93 حتى 99. Oui. نحكي على حمص، على جماعة جاب الله، l'RCD, l'FFS, Tabou peut témoigner parce qu'à l'époque il était aussi يعني un acteur. Nous allons. حبيت نقول لك نكمل l'idée. C'est que il y avait des partis politiques qui ont adhéré au coup d'État. Mais il y avait des partis politiques اللي كان عندهم le choix. يا تدخل entre parenthèses pour sauver l'Algérie parce que كانت الدم شوف نحكي لك 94 95 حتى ل 97 بن طلحه تو سا والله ما كانتش لو شوا اللي تي با فاسيل يعني وانه تخلي كما كانوا ناس يقولوا لهم باللي كي دير بوفوار اخويا خرج خلي البوفوار وحده سيتي با ان شوا فريمون فاسيل مي maintenant la question se pose. Oui. Et la réponse non, la question se pose avec les mêmes termes. Oui. Mais là, la réponse pour moi est catégorique. Il nous faut une action vraiment claire et nette. Il ne faut jamais tomber dans cette mascarade de ce pouvoir et ne plus cautionner ce pouvoir. Ça veut dire qu'il ne faut plus participer. Jamais. Et les députés qui sont dedans, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent, شوف كاين شيء اسمه الردع. في المؤسسه العسكريه يقول لك الردع انك تمتلك القوه ما تستعملهاش او موان لونسي ان ultimatum au pouvoir. Oui. يا نرجعوا للمجلس التاسيسي. Une assemblée constituante. Bien sûr. هي اللي دير الدستور ما يديروش ان بوفوار ليجيتيم كمان. اي بي نعطيو له انديلي سينو تقدر الاحزاب السياسيه يهدوا بتجميد الحياه السياسيه. C'est-à-dire ceux qui sont dedans, dans le régime, dans la PN, ou ceux qui sont dans la. Tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Par exemple, en ce moment, certains de la base militante du FFS sont en train d'appeler leurs députés à démissionner. Est-ce que c'est une démarche saine? Après la mort de Aït Ahmed, la base militante du FFS semble se réveiller. Et elle est en train d'appeler à cette démission collective. Oui, bien sûr, c'est une parce que là راك في وضع عبثي كما نقولوا وضع مسخره وضع ماسكاراد ووضع يهدد الامن القومي يعني انا مانيش نلعب كي نقول لك باللي اتونسيون نعطيك ان التيماتوم سينو جو في ستوبي لاكتيفيتي بوليتيك نجمدها مانيش نحل الاحزاب انا ما نحلش روحي كحزب نو مي جو في ستوبي لاكسيون بوليتيك انا نعطي امر الحزب نتاعي نقول لي زاكتيفيتي بوليتيك اي فون ستوبي بور 3 موا ولا 6 موا. Comme ça, le pouvoir, قدام ses responsabilités. Pourquoi Parce que l'Algérie est en danger. Et on va en rester là. Et on va demander à Karim Tabou, mon confrère et moi ne sommes pas tout à fait d'accord sur ces périodes où certains partis ont participé avec le régime dans ces institutions, entre guillemets. Et puis, Salim Saleh a continué son idée pour nous dire que maintenant, ce n'est plus la même chose, qu'il faut appeler à la résistance, voire au retrait, voire au gel de toute activité politique, pour ne pas dire peut-être désobéissance civile. Karim Tabou. Écoutez, je pense, il y a trois sujets qui se chevauchent dans notre débat. D'abord, il y a le premier sujet, c'est ce qui s'est passé en 91, puisque nous sommes au 24e anniversaire, et toute la situation qui a découlé du coup d'État. Le deuxième, c'est le rôle du Parlement dans la vie politique. Et le troisième sujet, c'est la Constitution. Je pense qu'on a chevauché sur trois débats et on aurait mieux fait de les séparer l'un de l'autre. Sur le plan de la responsabilité de ce qui s'est passé depuis 91, je pense que les Algériennes et les Algériens, et notamment ceux qui avaient assumé des responsabilités officielles, devront répondre devant l'histoire. Même s'ils peuvent proclamer des demandes de pardon, mais ils devront savoir que leurs erreurs, leur caution, leur participation a coûté à l'Algérie 200 000 morts. Ils devront le savoir. Et je ne suis pas là pour faire le procès de quiconque. Avec beaucoup de respect, Salim, malheureusement, si le débat était idéologique, on aurait au moins compris qu'il y a un motif politique.
Le problème, c'est que l'écrasante majorité des personnes, des cadres, des responsables qui avaient justifié, qui avaient cautionné, qui avaient donné des habillages, j'allais dire, de mensonges du coup d'État entre ceux qui prétendaient défendre la République, ceux qui prétendaient défendre la laïcité, ceux qui prétendaient défendre la modernité, ceux qui prétendaient être mieux que les Algériens, plus éduqués, plus cultivés, plus formés que les Algériens, et que les Algériens ne savaient pas choisir, et ils avaient choisi le fils. Donc il fallait les punir, il fallait leur donner des politiques punitives. Ces gens-là devront tout simplement assumer ce qui s'est passé. Ce sont 200 000 morts et plus de 15 000 disparus. Aujourd'hui, on se retrouve 20 ans après, avec un général, avec une telle arrogance, avec celui qui fut, si Céline, je vous rappelle quand même, à titre militant, je vous rappelle que lorsqu'il y avait des tentatives de remettre de l'ordre dans les négociations qui se déroulaient entre le pouvoir et le fils, la première fois pour un jeune Algérien comme moi, M. Karim Tabou, pour la première fois, je vois dans la sphère publique, dans l'espace public, M. Ouyahia, pour la première fois dans ma vie, j'ai connu cet homme, c'était le jour où il avait annoncé que c'était la guerre totale, c'était l'échec du dialogue, c'était la poursuite de l'extermination des populations. Donc pour moi, ces symboles de la guerre civile, ces symboles de la terreur, ces symboles de la violence ne peuvent pas aujourd'hui revenir avec un autre habillage. Le deuxième élément, c'est que concernant le Parlement, et je ne me suis pas complexé sur ça, moi d'abord j'étais militant du FFS. Et dans les débats qu'on a eus au sein du FFS, les militants du FFS me sont témoins, j'étais un acharné défenseur du boycott des élections. Par la suite, le FFS a choisi de participer. Vous savez, il y a des considérations de respect, de discipline interne, etc. et des objectifs qu'on devait. Malheureusement, dans ce qui s'est passé par la suite dans le parti, il y a eu des options, il y a eu des choix qui ont été faits et que j'avais personnellement contesté publiquement, ce qui a d'ailleurs abouti à ma démission du parti. Le choix de l'avenir, en tout cas moi, à aucun moment, ni quand j'étais militant du FFS, ni après, j'ai considéré qu'il y avait des choses à faire au sein de l'Assemblée. Par contre, je considérais que le rôle essentiel d'un député, entre parenthèses, étant le travail qu'il peut fournir dans la société, le travail du terrain. Et M. Benouari et Sidjil Ali Sofiane le savent très bien que même avec la qualité de député, il est très difficile d'avoir les moyens de faire agréer son parti, de faire accepter son dossier, etc. Si nous allons partir dans une logique absolue de rejet du pouvoir. À ce moment-là, il n'y a pas lieu de déposer sa demande d'agrément au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce que déposer sa demande d'agrément au niveau du ministère de l'Intérieur équivaut à une reconnaissance de l'autorité de l'Intérieur sur la classe politique, sur la vie politique. Or, la réalité est que les Algériens et les partis politiques se retrouvent assez souvent dans des situations de choix, le moins mauvais, pas le meilleur, mais plutôt le moins mauvais. Et là, j'interroge la classe politique. Vous savez, la classe politique est en train, si nous sommes dans une logique absolue de rupture absolue avec le pouvoir, eh ben, il n'y a pas lieu, il n'y a pas seulement l'idée de décréter le gel, mais il n'y a pas lieu de demander au wilaya pour tenir une conférence, il n'y a pas lieu de s'adresser au ministère de l'Intérieur pour se faire agréer, il n'y a pas lieu de s'adresser au pouvoir illégitime, comme on le qualifie, pour faire des choses. Malheureusement, c'est que dans ce pays, après le coup d'État, et le coup d'État a sécrété quoi? Il a sécrété des comportements violents, il a sécrété une administration violente, mais également il a sécrété des organisations qui ont fait un habillage. Malheureusement, c'est Abdelhamid Mahri nous disait à chaque fois que la fonction crée l'organe. Malheureusement, dans ce pays, comme on a tué la fonction politique, il n'y a pas d'organe politique. Par contre, la seule fonction qui a existé, c'était la violence, et donc la violence a fini par sécréter ces instances, à sécréter ces comportements, à sécréter ces partis, à sécréter. Malheureusement, l'Algérie est un des pays uniques où il y a plusieurs partis uniques. C'est ça la réalité de tous les jours. Maintenant, si nous voulons sérieusement envisager une rupture radicale, sérieuse, il va falloir poser tout ce débat, il va falloir faire la comptabilité, il va falloir
faire situer les responsabilités et démarrer sur une base sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois par une espèce j'allais dire مراوغة التاريخ محاولة مراوغة الشعب محاولة مراوغة التاريخ اليوم كاين احزاب سياسيه كاين شخصيات سياسيه تريد ان تجعل ببعض مراحل السياسيه الحاسمه في حياه الجزائر هي غامضه يعني تجوز عليها هكذا كي comme si de rien n'était. Non, aujourd'hui malheureusement après tout ce qui s'est passé, les gens s'étonnent pourquoi on est dans un débat de généraux. Oui, on est dans un débat généraux parce que pendant 25 ans, le pouvoir s'était mis d'une manière méthodique à démolir la classe politique, à démolir la société civile, à démolir l'élite, à démolir l'université, à démolir l'espace public et l'on a laissé que les généraux. Malheureusement, devant les généraux, on a une discipline à respecter. Ce qui est laissé aujourd'hui à la scène politique. On laisse la classe politique choisir entre Sta'dad ou l'Istiraha. Merci Karim Tabou. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Moins d'une minute, Salim, pour répondre. Et nous allons prendre un petit break, comme on dit, et nous revenons à vous, Salim. Non, c'est pour pas répondre à mon ami Karim Tabou, c'est pour éclairer un point très important. Je suis totalement d'accord avec lui. Le seul responsable de tout ce qui s'est passé en Algérie, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, ce sont un ensemble de gens. Ce qu'on a étudié à l'Institut des sciences politiques, c'est المتخذ القرار, التكوين البشرية لمتخذ القرار. C'est-à-dire, quand il s'agit des crimes, il y a des crimes individuels. C'est-à-dire, il y a le général, il y a tout ce que tout le monde sait. Le seul responsable, c'est le pouvoir. Pourquoi le seul responsable? Karim Tabou semble dire qu'il n'est pas le seul responsable, justement, et que ceux qui l'ont cautionné, qui l'ont accompagné, qui l'ont en quelque sorte maquillé, procède aussi de cette même responsabilité. Il sort. Moi, j'ai sorti une victime, une classe politique, oui. Une classe militante qui était coincée. Je ne parle pas des leaders politiques seulement. Mais هذو كل ضحايا تاع هذه المنظومة يا أخي كانوا ناس مناضلين في كل الولايات تاع أحزاب حابين يعيشوا في حياة سياسية يعني لا بأس بها. Bon, نذكروا Lefefes. Pourquoi il a participé à un certain moment? Parce que la base militante a peut-être opté pour pourquoi Hems ont choisi de participer. C'est pas évident. Peut-être c'est plutôt les classes dirigeantes qui ont imposé à la base militante des choix qui n'étaient pas les siens. Même هذه la lecture. يبقى إنه الكل ضحية نتاع un pouvoir. Et le pouvoir, il est le seul responsable. Le seul responsable. On en reste là. Une lecture. المراجعات تاع الأحزاب elle est ماشي indispensable. كل الأحزاب السياسية اللي شاركوا في هذيك الحقبة لازم يديروا المراجعات نتاعهم bien sûr. On en parlera tout à l'heure après l'intermède que nous allons prendre. Maintenant, à tout de suite.
Salam alaikum من جديد. Donc, Sofiane Djilali, vous êtes avec nous. Sofiane Djilali. Est-ce que Sofiane Djilali est avec nous? Sofiane Djilali, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, Sofiane Djilali? Non, il semble qu'ils ne sont pas avec nous. Alors, nous allons prendre Ali Benouari. Ali Benouari, en attendant... Oui, j'aimerais réagir, puisque c'est un débat, à ce que vient de dire Khalil Tabou. J'aimerais lui dire qu'il y a une différence de nature entre demander un agrément pour son parti, lequel parti affiche clairement sa volonté de contribuer à faire partir un pouvoir illégitime avec toutes ses institutions. Et le pouvoir ne s'y prend pas d'ailleurs, puisqu'il refuse aussi bien le parti de Khalil Tabou que le mien. Et d'un autre côté, le maintien de la participation, de sa participation au sein d'un Parlement qu'on estime justement illégitime. Khalil Tabou est dans la même, lui-même dans la logique de demander un agrément pour son parti qui nie la légitimité du pouvoir et de ses institutions. Encore une fois, c'est pour ça qu'on lui refuse l'agrément. Mais rester au Parlement dans ces conditions, en plein 4e mandat de la déconfiture et de tous les dangers, reste quand même une contradiction. Pour le reste, je suis totalement d'accord avec son analyse. Mais sur le plan du principe, Ali Benouari, d'abord vous n'avez pas eu cet agrément et vous disiez tout à l'heure que en fait vous tirez votre légitimité de l'illégitimité du régime et de son refus de vous agréer. Mais en fait, est-ce que vous ne pensez pas que, dans le fond, Karim Tabou a vraiment raison et que demander une légitimité à un pouvoir illégitime, c'est se rendre soi-même illégitime? Non, pas tant que ça. C'est pour ça que je parlais de différence de nature. Pas tant que ça. Il y a quand même une subtilité. Moi, je suis un peu extrémiste, hein, j'avoue. Hein. Demandant un agrément pour nos partis respectifs. Et les programmes de nos partis respectifs demandent le départ de ces gouvernements illégitimes et de ces pouvoirs illégitimes. C'est-à-dire que nous exprimons des positions extrêmement radicales vis-à-vis des régimes. Nous leur disons partez. Lui comme moi, nous leur disons partez. C'est la raison pour laquelle on ne nous donne pas d'agrément. Mais le fait qu'il ne nous donne pas d'agrément, et nous le savons, lui comme moi, que notre légitimité n'en souffre pas. Bien au contraire, elle en est renforcée. Notre légitimité se renforce par le refus de reconnaissance du pouvoir qui lui-même est illégitime. Le FLN n'a pas demandé l'autorisation, n'a pas demandé son agrément au pouvoir colonial pour travailler, pour agir, pour réveiller la population algérienne et mener le combat libérateur. Donc, il n'y a pas de contradiction. La contradiction est apparente. Et encore une fois, nous sommes en 2016. Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Les ressources du pays s'amenuisent et nous risquons d'aller vers le chaos et l'éclatement du pays. Donc aujourd'hui, quand même, en 2016, la situation est un peu différente de 2012, à l'époque où les élections législatives avaient apporté au pouvoir un certain nombre de partis, avec évidemment dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire une très faible participation de l'ordre de 35-36%, un trucage avéré, comme d'habitude, et des partis qui aujourd'hui dirigent le pays de manière absolument non représentative. Et ce Parlement, aujourd'hui, on le voit avec la Constitution, c'est que ce Parlement, qui est aux ordres, est prêt à avaler la couleuvre, la énième couleuvre, qui est le passage, l'adoption de ce torchon, on ne va pas l'appeler Constitution, Constitution. Donc voilà un peu. Et l'absence, Ali Benouari, et l'absence du Conseil constitutionnel, l'absence très remarquée dont personne ne parle. Oui, merci Sidjamel d'en parler. Merci. L'homme tapis dans l'ombre, Morad Medelsi, qui ne parle pas, qui ne s'exprime jamais, en aucune manière, et qui applaudit et qui avalise toutes les couleuvres du régime. Il faut en parler. C'est pour ça que moi, quand je demande le départ de toutes les institutions, et je dis que toutes les institutions sont illégitimes, je n'oublie certainement pas le Conseil constitutionnel. Comment le pouvoir ose aujourd'hui nous présenter un projet de constitution en sachant que le Conseil constitutionnel, qui pourrait trouver à redire à son contenu, est un conseil qui est un conseil totalement entre les mains du pouvoir. C'est un non-sens. Non, il faut arrêter cette mascarade. Je crois que, sans être ministre, c'est le moment de dire
Il ne faut plus entrer dans le jeu de ces pouvoirs d'une manière ou d'une autre. Restez avec nous. Nous allons prendre Sofiane Gilali, puis Rachid Nekez que nous avons réussi à joindre. Sofiane Gilali, je vais vous poser une question un peu simpliste, j'allais dire. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu pour les politiciens... Ah, on l'a perdu. Rachid Nekez, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, si Jamal Din Ben Chennouf. Salam alaikum, Alaikum salam. Merci Rachid Nekez. On est en train de parler aujourd'hui du Parlement, de ce Parlement élu à moins de 30%, très vraisemblablement fraude et bourrage y compris, 30% environ de l'aveu même du régime. Ça veut dire que c'est beaucoup moins. D'après certains, il a été élu à peine à 10%. Donc c'est avec ce Parlement qu'il compte donc adopter cet avant-projet de société qui exclut 7 millions d'Algériens de la diaspora, qui fait passer des choses complètement ahurissantes, et qui a été concocté dans le plus grand secret par on ne sait qui. Quelle est donc votre position par rapport à ce Parlement avec lequel il s'apprête à valider, à approuver ce projet? Tout d'abord, je tiens à dire que depuis les obsèques de Sofiane Ahmed Layarmo, il est clair qu'il n'y a plus de président aujourd'hui en Algérie. Il est nationalement mort. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est lui qui avait décrété un deuil national de 8 jours. Il n'est même pas venu aux obsèques. Ça veut dire qu'il est dans l'incapacité de venir. Donc ça veut dire qu'il est nationalement mort. Donc ça, c'est une évidence que pour tous les Algériens aujourd'hui. Ce Parlement, Meskin, il a une mission très difficile, c'est de donner son aval à une réforme qui exclut ceux qui peuvent sauver l'Algérie, c'est-à-dire ces milliers de cadres qui ont quitté l'Algérie pendant la décennie noire et après, et qui sont aujourd'hui la seule alternative pour sauver le pays de cette incompétence généralisée aujourd'hui en Algérie. Maintenant, j'aimerais dire que ce Parlement lui-même va avoir un gros problème. M. Ben Salah vient d'être réélu à la tête du Sénat algérien. Mais a-t-on oublié que M. Ben Salah est un Marocain naturalisé algérien? Donc il va être la première victime de l'article 51 de cette nouvelle constitution qui dit très clairement que celui qui est double nationalité ne peut pas exercer des fonctions politiques. Et comme on le sait, le royaume marocain ne supprime jamais la nationalité de naissance. Donc, j'aimerais assister à cette contradiction constitutionnelle qui va être la suivante. M. Ben Salah sera la première victime de l'article 51 de la Constitution. Donc, nous sommes vraiment dans un film noir. C'est-à-dire, ce qui est en train d'arriver en Algérie aujourd'hui est pire que la décennie noire sur le plan constitutionnel. Sur le plan constitutionnel, bon, heureusement que vous avez corrigé, parce que pire que 250 000 morts, faut le faire, mais sinon, Rachid Nekez, si cet avant-projet passe, ce qui est très probable, très vraisemblable, quasiment acquis, certain, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passera selon vous? De deux choses l'une. Ou bien le peuple algérien réagit massivement, pacifiquement sur le terrain pour empêcher que cet avant-projet passe, ou bien il va passer, et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, d'abord, Salah devra démissionner, puisqu'il n'a pas le droit d'être président du Sénat. Donc ça va être, n'oublions pas, le président du Sénat est le deuxième homme le plus important en Algérie, dans la constitution algérienne. Donc nous aurons devant nous une crise constitutionnelle très grave. Et ça, il faut le dire, parce que si le président Bouteflika est officiellement mort, je ne sais pas, dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir, c'est M. Ben Salah qui devra le remplacer pendant le temps d'organiser des élections présidentielles. Il ne pourra pas le remplacer, parce qu'il n'aura pas le droit d'être président de la République, encore moins le droit d'être président du Sénat. Donc je crois que l'Algérie traverse une crise constitutionnelle. Pourquoi il n'aurait pas le droit de le remplacer? Expliquez-nous. Pendant les 45 jours qu'il devra pour préparer les élections? Mais il n'aura même pas le droit d'être président du Sénat parce que
la nouvelle constitution interdit aux binationaux... Mais lui, pour qui vous dit qu'il est binational, Ben Saleh? Mais parce qu'il est originellement de nationalité marocaine. Ouais, Il est mais marocain, à vie. lui dit que non. Hein. Lui dit, moi, si je suis d'une famille algérienne, du même village que Bouteflika, près de Nadroma, et que nous avons migré, mes grands-parents ont migré au Maroc, ils se sont installés, mais que nous sommes originellement des Algériens. Je ne dis pas s'il est originellement algérien ou pas. Il a la nationalité marocaine de naissance. Parce qu'au Maroc, il y a le droit du sol. Donc, il est binational. Il peut raconter ce qu'il veut, même que ses parents sont algériens depuis 20 siècles, dès lors qu'il est né au Maroc, il est binational. Comme le président Bouteflika, il est binational. Mais lui, la question ne se posera pas parce qu'il n'y aura pas de cinquième mandat. Donc la question se pose très clairement pour M. Ben Salah, qui a deux nationalités, marocaine et algérienne. Donc, selon l'article 51 de cette nouvelle constitution qui a été concoctée par le directeur de cabinet du président de la République, il n'a pas le droit d'être ni président du Sénat, ni président par intérim de la République. Il n'a même pas, d'après cet avant-projet, il n'a même pas le droit d'être président du Sénat, tout simplement. Absolument, Oui. tout à fait. D'après vous, hein, moi, ça n'engage que vous. Moi, pour moi, c'est un Algérien. Même s'il avait eu une nationalité marocaine, pour moi, ça ne pose aucun problème, ou tunisienne. Mais sinon, sur un plan constitutionnel... Monsieur Jamaldine Benchno, je ne suis pas en train de vous donner mon opinion. Je suis en train d'analyser de façon claire, précise, les conséquences pratiques de l'application de l'article 51 de la nouvelle Constitution dans le cas précis de M. Ben Salah, président du Sénat. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est un fait constitutionnel. Très bien. Rachid Nekez, une autre question. À votre avis, est-ce que le moment n'est pas venu pour l'opposition ou cette classe politique qui se prétend comme telle de monter un peu le discours, d'arrêter de faire de la politique politicienne verbeuse avec des grands gestes et des meetings stériles et tout? Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu de rentrer dans le concret, d'organiser une vraie mobilisation de la rue, d'organiser une vraie contestation populaire? Est-ce que vous ne pensez pas? Moi, je suis totalement de votre avis, mais il faut faire les choses de façon pacifique. Car comme vous l'avez rappelé, les Algériens sont vraiment traumatisés par cette décennie noire où malheureusement 200 000 concitoyens ont perdu la vie, Allah yarhamoum. Donc il faut aller doucement. Donc à mon niveau, à moi, le 23 janvier à 15h, j'organise une conférence de presse ouverte à la Grande Poste d'Alger. J'ai pris la tâche des différents partis politiques pour essayer de se rencontrer. Rappelez-nous la date, Rachid Nekez. C'est le samedi 23 janvier à 15h, Inch'Allah, à la Grande Poste d'Alger. Donc moi, je suis en Algérie, sur le terrain. Donc j'ai pris la tâche des différents partis politiques pour se rencontrer et voir comment on peut réagir ensemble pour éviter le pire à notre pays. Car c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Le régime algérien actuellement est dans une impasse politique et dans une impasse économique très profonde. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Rachid Nekez. Je reçois pour la dernière intervention Sofiane Gilali. Sofiane Gilali, est-ce que vous auriez des commentaires à faire sur ce qui a été dit? Écoutez, j'espère que le problème technique est résolu. Si c'est bon, vous me recevez? Oui, très bien, on vous entend très bien. Très bien. Écoutez, j'avais souhaité intervenir au milieu du débat à un moment donné parce qu'il m'a semblé qu'il n'y avait pas suffisamment de nuances dans la discussion. Oui. Il y a eu une forme de manichéisme où on a séparé le bien et le mal et systématiquement il y a comme un déséquilibre qui se fait. L'Algérie dans les années 90 a vécu des soubresauts extrêmement violents. Et je crois que ça va être très difficile, même pour l'œil le plus objectif, de pouvoir dire exactement qui est responsable de quoi.
il y avait un tel niveau de confusion, il y avait une peur généralisée. Et ce n'est pas toujours une forme de conspiration où tout est prévu à l'avance, mais une dynamique de violence qui s'était installée dans le pays, où tous, malheureusement, on a d'une manière ou d'une autre assumé une part de responsabilité. Mais il faut revenir aux séquences réelles, ce qui s'était passé juste après l'interruption du processus électoral. C'est M. Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, qui est venu présider à la destinée du pays. Il avait installé à ce moment-là le CCN, le Conseil consultatif national. Et ce n'est qu'après son assassinat et la venue du président Yamin Zarouel qu'il y a eu en 1994 un début d'ouverture et de dialogue et qui avait mené vers les élections présidentielles de 1995 où tout le monde dit clairement que le président Zarouel avait été élu et il avait alors proposé une période transitoire et à ce moment-là il y a eu le CNT qui a duré très peu de temps. Personnellement j'ai été au CNT de 96 à 97, une année seulement, avec la promesse qu'on allait vers des élections ouvertes. Malheureusement, le dérapage, c'était en 97 avec la création du RND et de nouveau le cycle infernal des élections fausses, trafiquées, etc. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Mais il est très difficile maintenant, en 2016, de refaire l'histoire avec autant de facilité et de mettre les étiquettes sur les uns et les autres. De la même façon, jusqu'à quel degré en participant à une institution on est complice d'un régime ou on ne l'est pas, c'est bien trop compliqué tout cela. Et à mon avis, il est Soufiane Gilali, je vous le concède, vous défendez très bien, je comprends parfaitement votre position, mais vous comprendrez aussi celle de ceux qui pensent que ceux qui ont participé un tant soit peu avec le régime, même s'ils étaient animés des meilleures intentions du monde, ont contribué à leur façon, à leur corps défendant, à légitimer ce régime. Monsieur Benchenouf, tous ceux qui ont participé au terrorisme à leur corps défendant et qui ont la conscience des dizaines de milliers de morts assassinés par le terrorisme, ceux-là aussi doivent se mettre en cause. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et quand on est pris sous le feu des deux côtés, il n'est pas toujours facile de sortir la tête et de dire arrêtez cette mascarade. Pendant que des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Algériens fuyaient le pays, certains cadres étaient restés ici debout pour affronter les deux monstres qui étaient face à face. Donc, il faut nuancer les propos. Beaucoup de gens sont morts des deux côtés, malheureusement, entraînés par la folie des hommes, par la folie du pouvoir qui s'était emparé de tous. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ce n'est pas pour ouvrir le passé, ce n'est pas pour ouvrir les blessures. Au contraire, c'est le temps de dépasser cela. C'est le temps de nouveau créer les ponts entre tous les côtés. C'est ce que je n'arrête pas de faire. C'est le moment de discuter, de dialoguer avec tous. Ceux qui ont voté, il y a une conscience et les hommes, il y a une part de bien, une part de mal en chacun de nous. Il faut faire ressortir la part de bien pour maintenant travailler l'avenir. Construisons l'avenir. Mon problème n'est pas le procès de 91, ni de savoir exactement qui a tué ces pauvres malheureux qui n'avaient rien à faire. Merci Soufiane Gilali. Je vous rappelle que dès demain, nous allons entamer la commémoration de ce qui s'est passé en 91-92, justement, et que nous parlerons largement de ce que vous étiez en train d'évoquer. Je vous remercie, comme je remercie mes autres invités. Nous allons maintenant ouvrir le standard, mais un dernier mot pour Rachid Nekaz, qui malheureusement arrivait un peu en retard avec nous. Rachid Nekaz, un dernier mot. C'est juste parce que j'ai pris un avis. Rachid Nekaz ? Mais, non, ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérie connaît une période très intéressante et il ne faut pas manquer cette opportunité pour que chacun de nous, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses valeurs, quelles que soient ses ambitions politiques, puisse construire pas à pas ce nouveau chapitre de l'histoire du pays, sans braquer les uns ou les autres, sans condamner les uns ou les autres, grâce à une loi d'amnistie qui va permettre à ceux qui aujourd'hui gouvernent le pays de sortir par la grande porte. Parce que
que l'Algérie, le peuple algérien a trop souffert. Voilà ce que je souhaite pour le pays, pour le 40 millions d'Algériens, Inch'Allah. Rachid Nekaz, merci beaucoup. Nous allons donc ouvrir le standard, mais pas pour longtemps, à peine 10 minutes, pour permettre à certains de nos téléspectateurs de s'exprimer ou de poser des questions. Salim, commentaire général en attendant que nous recevions nos appels. Je me permettrai de t'interrompre dès que nous en avons. Oui, oui, bien sûr, parce que là, les avis se ressemblent. Hein, il y a ce qu'on appelle un réveil l'élite algérienne, que le pouvoir a fait tout pour la combattre, parce que نحكيت على l'histoire, وصلنا le Parlement, et le Parlement, il y a une histoire derrière, et bien sûr, je dois raconter cette نقطع histoire. الكلام سالم. علي دعين دفلة. أهلا سي بن شنوف. اهلا بك سي علي، تفضل. Je salue vos invités, سي بن شنوف. Merci beaucoup. شوف سي بن شنوف, vous m'excusez beaucoup. Je vous en prie. Je respecte votre émission. Merci. Merci بالله, j'ai les neurones qui sont un peu fatigués. Ouais. Je suis en direct. Bien sûr, vous êtes en direct. Moi, je voudrais un peu me remémorer l'histoire. Essayez de faire très vite parce qu'il y a beaucoup d'appels et nous avons à peine 10 minutes. Justement, c'est Ben Chenou, c'est un peu difficile, mais je vais essayer. Oui. Je me souviens de deux martyrs, Zouj Moudjahidine, deux jeunes, شابين ماتوا قدامنا هنا في عند بلاد des jeunes مساكين ont tenu des Che Guevara. Je me souviens, j'étais écolier. Le premier a été suspendu sur la place publique تاع عند بلا. Une année après, le deuxième a été suspendu en face de la gare centrale de عند بلا. Que deviennent ces martyrs, ces jeunes? أعطينا أساميهم سي أعطينا أساميهم. Justement, là, le problème. رحت l'ONM, رحت l'Organisation nationale des Moudjahidines pour demander l'historique de ces jeunes. Qui sont-ils? ولاد من؟ شكون هما؟ On était des écoliers qu'on faut نروحوا l'école primaire. نشموا الريحة تاعهم، نشموا المسك. ربي يرحمهم، بارك الله فيك سي علي، ربي يرحمهم الشهداء في زوج كامل الشهداء. علي من ألمانيا، علي d'Allemagne. Allô, oui. علي تفضل سي علي. Bonsoir, Monsieur Benchenouf. Bonsoir سي علي. Eh ben, c'est juste pour vous dire que le système que nous avons là, il n'est pas à démonter à partir de l'intérieur du pays. Ce régime, on ne peut le démonter que de l'extérieur. Donc, il faut s'occuper du receleur, du voleur. Donc, on a des lois ici en Europe qui interdisent le blanchiment d'argent, qui interdisent beaucoup de choses, et on a des instruments, il y a des institutions qui peuvent faire vraiment bouger les choses. Il faut juste les tracer, il faut faire usage de moyens légaux et illégaux, comme le fait ici en Allemagne par exemple. Madame Merkel le fait, hein. Elle paye des fois des pots de vin en Suisse à des banquiers pour qu'ils lui sortent des listes de gens qui ont des... Je suis obligé de vous interrompre. Rachid de Genève, très court. C'est Rachid Mfadlak, il y a beaucoup d'appels et il ne nous reste que 5 minutes. Rachid de Genève. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, tfadal. Salam alaikum, c'est Benchenouf, Rachid de Genève. Si vous permettez un petit peu de temps, j'aimerais ajouter 2-3 points à votre débat. Je suis désolé, pas plus de 15 secondes, 20 secondes. On est vraiment très pris par le temps. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec, je partage complètement l'analyse de M. Tabou. Tous ceux qui ont participé après l'arrêt du processus électoral au gouvernement et à l'Assemblée, ils ont cautionné et légitimé le pouvoir. Parce que le pouvoir à cette époque-là était malade comme quelqu'un qui avait le diabète
et qu'on lui ait placé la machine de dialyse pour lui changer le sang. Je vais vous donner deux exemples. L'Occident, à cette époque-là, et en particulier la France, nous disait, regardez, tous les partis d'opposition participent au gouvernement et à l'Assemblée. Il y a juste un groupe d'intégristes de fous qui ne partagent pas le pouvoir avec le régime en place. Obligé de vous interrompre, pardon. Dernier appel, Hussein de Londres. Salam alaikum, Jamal. Alaikum salam. Deux questions rapidement, s'il vous plaît. Alors, la première, est-ce que vos invités ne pensent pas que l'équipe ou ce qu'on appelle politico-financière, la mafia politico-financière a pu casser cette constitution pour désengager l'État de ses obligations, notamment l'éducation, la gratuité de l'éducation et les biens fonciers. La deuxième question à M. Benouari, puisqu'il a une expérience en Suisse, est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que M. Aït Ahmed, est-ce qu'il avait une vision de comment gérer deux langues dans un pays? Merci beaucoup. Dernier appel, s'il vous plaît, n'appelez plus, parce que c'est vraiment le dernier appel. Abdelkarim de France. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir M. Becheno, bonsoir vos invités. C'est donc une question à vos invités de savoir s'ils rejoignent Rachid Nekez dans sa vision des choses en disant que il faut plutôt passer l'éponge et regarder vers l'avenir. Moi je suis de cet avis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils penseraient vos invités. C'est-à-dire, comme avait fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a repris la Mecque. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Salim, pour conclure. انا بسرعه يعني نعطي رشيد وراح يخنقنا قال لك كملوا طبقوا صد ثاني. Non, il nous faut une petite conclusion quand même. On peut pas faire cette émission sans sortir هذيك الزبده. رشيد قال لي عرقتني يا صاحبي. Donc oui, il y a une histoire, ماناش حابين نقعدوا فيها هذه l'histoire, mais c'est une base pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et culpabiliser tous les acteurs politiques des années 90, là je suis pas d'accord, parce que là il y avait une confusion incroyable, incroyable. J'ai vécu l'hikaaya, je peux pas accuser un directement sans lui sans lui donner l'opportunité de me répondre, de me dire pourquoi il l'a fait. Donc على هذيك انا نقول باللي المراجعات تاع الاحزاب يديروها هما يدبروا راسهم, mais il le faut. Chaque acteur politique qui a été coincé, obligé à peut-être participer في حاجه, هادو نعطي لهم انايا une catégorie. Mais il y a une autre catégorie اللي انايا نحطهم في la barre des accusés. Les gens que je connaissais moi, des chefs de partis politiques et des acteurs politiques et des acteurs de la société civile et des مشامشيه اللي قلت عليهم نتايا هادو اللي كانت عندهم لا فولونتي. هذوك لا كلام. Non, c'est ça la préméditation, parce que حتى في la loi. بس سليم la préméditation. هذم اللي راحوا intentionnés le pouvoir. نهضروا على لي جون كي ايتي بيان انتونسيوني. علاه ما يجيش يقول يا جماعه نستعرف غلط. يفالي با نمشي مع النظام. بس مشيت معاه بصح بنيه خالصه. يعني غلط. علاه ما يقولهاش. كاينين راهم يقولوا فيها وانا نقول لك هي اون اوبورتونيتي. وباه نخرجوا من هاد لي ديبا بواحد الخلاصه. مي مانتنون اون اون فاز دون فاز dangereuse. واش لازمنا نديروا طون que intellectuels, qu'opposition, que société civile. Il faut se mobiliser et aller comme قال لك الاخر les vraies questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? يخوفوا فينا باللي كنت تخرج للشارع راح تخلط الدنيا. C'est pas vrai. Il faut dire que on a compris que les Algériens ils sont pacifiques ou vaccinés من العشرية السوداء. ما همش راح il y aura pas la Syrie, il y aura pas la Libye en Algérie. الناس راح تخرج للطريق pour dire non au pouvoir ou sans casser, sans faire rien. Il faut pas يخوفوا الشعب. Et l'opposition لازم تطلع شوية برك l'écran. أنا جليدية à mes amis les chefs de partis politiques قلت باللي على الأقل لازمنا جرأة أكثر. On peut pas في une situation anormale
هكذا et dangereuse نبقاو نخدموا بها rythme blanc. C'est-à-dire une réunion بعد 5 شهور, une réunion بعد 5 شهور, non, c'est pas vrai. Et là, je لازم نروحوا un petit peu en avant et faire comprendre à ce régime نعطيو ultimatum. Mais là, un régime, عندك ultimatum. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à mes invités. بقاو على خير. غدوة إن شاء الله.